je mettais en marche la caméra. Deux. Il y en a deux. Bon. Donc je continue mon histoire. Épisode numéro 2. Épisode numéro 2. Donc le monsieur, on va l'appeler comment? Antoine. Antoine, celui qui s'est fait persécuter et qui a été victime d'une tentative de meurtre. On va l'appeler Antoine. Bon. Antoine, donc, Antoine a 2 enfants, à partir de 2005. Je répète, l'épisode précédent, Antoine a eu 2 enfants, en 2002, un premier enfant, et en 2005, un deuxième enfant. Isabelle, la criminelle, donc Isabelle, a cessé de prendre ses antidépresseurs et est devenue de plus en plus irascible, agressive. Je rappelle que dans l'épisode précédent, il avait été expliqué qu'elle avait tenté de retourner un couteau contre elle. Eh bien, il y a eu une autre agression avec un couteau, mais là, c'était contre Antoine, le père, et ça s'est produit en 2005. Antoine ne supporte plus la violence verbale, l'agressivité de son épouse, l'absence d'affection. Il ne supporte plus de lui donner du plaisir et d'avoir pour conséquence un redoublement de l'agressivité de son épouse. Il devient dépressif, ce qui est logique. Il part se faire hospitaliser à l'hôpital d'Aubonne et prend la carte bleue, sa carte bleue, enfin la carte bleue familiale, mais c'était quand même une carte bleue, il n'avait pas d'argent. Elle le menace avec un couteau pour récupérer la carte bleue. Antoine, donc, est menacé une première fois en 2005, avant 2016, au moyen d'un couteau. Antoine, donc, lâche la carte bleue et se fait hospitaliser à l'hôpital d'Aubonne. C'est la première tentative d'agression par arme blanche en 2005 d'Isabelle contre Antoine. Donc vous voyez que nous avons affaire là à une femme violente qui est prête à soit retourner un couteau contre elle, soit retourner un couteau contre son conjoint. Elle utilise l'état dépressif dans lequel Antoine est plongé depuis un certain temps comme moyen de cacher sa propre violence et sa propre pathologie. Elle va même aller jusqu'à nier en 2015, au moment où Antoine la traîne littéralement chez une psychothérapeute pour essayer une médiation. Elle va même jusqu'à nier son viol, qui a eu lieu en 1999, approximativement, probablement un an avant que, en 2000, Antoine rencontre Isabelle, la criminelle. Les enfants sont terrorisés dans ce contexte familial. Et l'histoire va évoluer jusqu'au paroxysme. En 2015, Antoine veut divorcer. C'est normal. Elle ne le supporte pas. Elle ne supporte pas que Antoine veuille divorcer
Elle va donc s'arranger pour torturer son conjoint, son époux, avec petit à petit en impliquant les enfants dans ce stratagème. Elle va lui cracher dessus, tenter avec un lit de lui briser le pied, ce qui est arrivé. Elle va lui donner des coups de poing. Une des élèves, parce qu'Antoine est prof de piano, il donne des cours. Une de ses élèves va être témoin d'une claque donnée à son prof de piano, donc Antoine, en sa présence. Elle rédige des courriers totalement hallucinés où elle décrit son conjoint comme fou ayant arrêté un traitement. Elle le décrit comme schizophrène, elle le décrit comme malade mental, et elle ira même jusqu'à dire que c'est un pauvre homme à travers l'espace du jardin, puisqu'ils ont déménagé à Saint-Prix quelques années auparavant. Elle ne cessera de vouloir déménager, nous déménagerons 5 fois, parce que ça n'est jamais assez bien pour elle. Et les écrits dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ce sont des écrits où elle dira qu'elle elle est une femme souriante, très intelligente, douée de créativité, je crois, et appréciée de tous, et surtout très drôle, souriant à la vie. Elle fait dans ce courrier un portrait totalement opposé à ce qu'elle est. Elle est taciturne, elle n'aime pas plaisanter, n'a pas le sens de l'humour et surtout pas de l'humour concernant sa famille. Antoine appellera la tour à Firminy dans laquelle sa mère, donc la grand-mère des enfants, habite, Yo-Yo Land. Yo-Yo Land en référence au prénom de la grand-mère, qui s'appelle Yolande. Et effectivement, c'est ce qu'on peut appeler une tour de 13 étages, 14 étages je crois. La grand-mère habite au 11e étage à Firminy, dans la Loire. Et Antoine a appelé l'appartement, la tour dans laquelle elle habite, Yo-Yo Land, parce que lorsque on a oublié le beurre, eh bien, on est obligé de redescendre. Et donc, on imagine que si on oublie sa brosse à dents, on oublie du dentifrice, on ne fait que monter et descendre comme un yo-yo. Et comme la grand-mère trône et règne au sein de la famille comme quelqu'un qui monopolise la conversation en permanence, elle ne laisse pas parler les autres, donc elle est une maîtresse femme, elle est une femme de tête, quelqu'un qui empêche les autres de parler et ne cesse donc d'avoir une logorrhée ininterrompue lorsque nous sommes en présence d'elle, lorsque nous sommes en présence de Yolande. Donc Yolande pour des raisons certainement d'angoisse profonde, ne peut admettre d'autres discours qui pourraient être parfois en contradiction avec le sien. Nous pouvons appeler ça une logorrhée destinée à remplir le silence afin que personne ne puisse émettre d'avis ou d'avis contraires ou même d'avis différents. Bref.
Yolande est une femme qui trône en haut de son 11e étage de la tour de Firminy. Firminy qui est une ville sinistrée. C'était une ville de mineurs et dans les années 60, toutes les mines ont été fermées, 70. Donc nous avons encore les vestiges, les derricks, nous avons encore les vestiges des houilles autour de Firminy. Voilà le décor. Donc, nous avons affaire à une femme qui, grâce à Antoine, va devenir infirmière parce qu'Antoine va lui dire « Tu es aide-soignante, mais enfin tu peux tout à fait, tu as les capacités largement pour avoir le diplôme d'infirmière les mains dans les poches. » Elle n'y croit pas, puis finalement se laisse convaincre. Et elle obtiendra rapidement le diplôme d'infirmière et surtout le concours qu'elle aura facilement. En 3 ans, le diplôme. Voilà. 3 ans et demi. Donc Antoine connaît bien le milieu des soignants, leurs difficultés, il connaît bien aussi le milieu médical, il a fréquenté des médecins toute sa vie, notamment très jeune, mais le frère d'Isabelle la criminelle est médecin à Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, sur les hauteurs à 800 mètres d'altitude. Et alors j'énumérerai tous les membres de la famille parce que ils ont pris par leur silence une place importante. On peut prendre par leur lâcheté et leur silence, leur retrait, leur fin de non-recevoir, on peut prendre une place importante dans la vie des gens par son absence, autant que par sa présence. Et donc le médecin, docteur Vincent Sivier, à Saint-Bonnet-le-Château. Donc Saint-Bonnet-le-Château est une ville célèbre parce qu'elle est considérée comme la capitale de la boule en France, puisqu'on y fabrique les boules au but. Et c'est surprenant, personne ne le sait, enfin peu de gens le savent, mais c'est intéressant. Alors, Dr Vincent Sivier est marié à ce que j'appellerais une femme assez vulgaire, voire grossière, la Baliestieri. J'appellerais cette femme la Baliestieri qui est atteinte de cruauté mentale. Donc Antoine vit avec une femme qui est atteinte de troubles du comportement probablement, qui réagit aux antidépresseurs, mais comme elle ne les prend pas, elle ne risque pas d'être calme. Et le frère, le docteur Vincent Sivier de Saint-Bonnet-le-Château, est marié avec une personne atteinte de cruauté mentale étant l'envie de faire du mal par jalousie ou par gratuitement aux autres. Lorsqu'on peut le faire, il ne faut pas se priver. Voilà. La cruauté mentale est une maladie qui est équivalente à l'état de pervers narcissique. C'est-à-dire que elle va s'arranger, cette Baliestieri, pour éloigner les deux frères, parce que Isabelle a 2 frères, le docteur Vincent Sivier, mais elle a aussi un frère nommé Damien Sivier, qui est ingénieur et qui maintenant fait beaucoup de photos. D'ailleurs, il a fait des belles photos.
J'admirais son talent. Mais ce qui m'a intrigué une fois, un jour, c'est qu'il a fait un reportage dans un abattoir de bovins. Et donc, il est revenu avec des photos à la David Hamilton, un petit peu différentes, mais je dirais à la David Hamilton dans la mesure où il y a un flou artistique, ce qui fait qu'on ne perçoit que des formes qui ne sont pas nettes, qui ne se distinguent pas nettement sur le cadre, sur l'image, et on distingue très vite des membres découpés de bovins, du sang, et une mise en scène sanguinolente dans un abattoir. J'ai trouvé ça étonnant, car le sang, la violence et la méchanceté est quelque chose qui les poursuit dans leur famille. Le sang, la violence et la méchanceté, les rapports de force, sont des états qui les poursuivent dans toute leur histoire. L'arrière-grand-mère a caché sa vie pendant la Deuxième Guerre mondiale en racontant brièvement qu'elle avait eu une enfance heureuse en vivant dans le Vercors. 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans dans le Vercors, personne ne pourrait dire qu'il a une enfance heureuse à moins de travestir la réalité. Je vous rappelle que dans le Vercors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque vous sortiez dans les rues, vous aviez des règlements de compte, vous aviez des pendus dans les villages, un enfant sortant et dans le Vercors en 1943, 42, 43, 44, qui dit qu'il a eu une enfance heureuse est évidemment quelqu'un qui modifie, transforme sa vie d'enfant. On peut le comprendre. Mais ce qu'on peut moins comprendre, c'est que ses successeurs ne remettent pas en question cette histoire-là. J'ai toujours pensé, et Antoine a toujours pensé, que dans l'histoire de cette famille, il y avait des ramifications qui démarraient, enfin qui se poursuivaient, en tout cas qui commençaient peut-être pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, quelle famille n'a pas vécu des choses pendant la Deuxième Guerre mondiale? Mon propre grand-père a vécu la résistance dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a joué un des rôles les plus importants, vous le savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon parrain a joué un rôle politique aussi très important. Mais j'ai toujours, moi, été privé de la connaissance de cette histoire. On m'a volontairement, Antoine a volontairement été privé de cette histoire qu'il a été obligé de reconstituer jusque dans les moindres détails. Voilà, mais c'est parce qu'il se souvient effectivement que Mazarine était une proche. C'est une cousine. Mazarine avait 4 ans lorsqu'il l'a connue. Antoine a connu Mazarine à l'âge de 4 ans. Mon parrain était amoureux d'une femme qui était conservatrice de musée. Je ne vais pas vous redire l'histoire que tout le monde connaît. Bon. Donc, mais cette histoire-là, on ne me l'a pas racontée. Il a fallu que je la découvre par moi-même, par des indices, par des phrases dites
à l'emporte-pièce des bribes d'histoire qu'on me balançait pendant toute mon enfance. Donc, Isabelle la criminelle est accompagnée par l'idée que elle est irresponsable. Elle le dit au moment, en 2015, elle le dit à la médiation, lorsqu'elle avoue qu'elle m'a frappé et qu'elle a demandé à mon fils de me tuer, ce qui est quand même une tentative de meurtre, même s'il n'y a pas d'arme blanche. Je rappelle qu'une tentative de meurtre, c'est évidemment pour les juges avec une arme blanche au minimum, avec une arme qui peut tuer, dire à son fils « tu vas tuer ton père », ça n'est pas considéré comme une tentative de meurtre. Eh bien, ça l'est pourtant. Il n'y a pas que les juges qui peuvent déterminer ce qu'est un crime ou une... après tout, beaucoup de crimes sont passés sous silence et les juges ne sont pas toujours là pour sanctionner les criminels. Je rappelle également ce que j'ai dit au premier épisode, qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire, il n'y a que des fabrications de dossiers à charge ou à décharge. Parfois même, dans l'affaire, une affaire qui a une quinzaine d'années, 20 ans, où quelqu'un a été quand même condamné à une vingtaine d'années de prison alors qu'il n'avait pas commis les faits. Ça ne s'appelle pas une erreur judiciaire, ça s'appelle une fabrication de dossiers. Je le redis, les juges savent très bien ce qu'ils font. Voilà. Et les policiers aussi. Je reviendrai donc dans le troisième épisode, dans le prochain épisode, sur le moment où elle m'a fait condamner, fait poursuivre et fait incarcérer, alors que j'avais toutes les preuves sur moi qui permettaient de savoir que j'étais victime d'un crime. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ça sera dans le troisième épisode. Le jour de ma garde à vue. Bonne journée.